Bonsoir et bienvenue à ce journal. En voici les titres. Patrice Talon participe à Washington au deuxième sommet USA-Afrique. Au menu, des questions liées à l'économie, la santé, l'environnement, les droits humains. Un sommet qui se déroule au moment où l'Afrique est confrontée à des enjeux géopolitiques. Contexte préélectoral au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a notifié aux partis politiques en compétition aujourd'hui leur ordre de passage sur les médias publics pour leur campagne. Les détails dans ce journal. Quelles sont les aspirations du Bénin à la grande rencontre de la biodiversité qui se déroule au Canada? Il est question de mettre en œuvre un ambitieux programme pour la biodiversité planétaire. On va retrouver William Tchoki, notre envoyé spécial. Bonsoir et bienvenue à ce journal du 20h décalé. Vous le savez pourquoi? À cause de l'actualité du football mondial qui se joue au Qatar. Justement, il y a moins d'une heure, l'Argentine a gagné son ticket pour la finale au terme d'un match disputé face à la Croatie et remporté 3-0. On sera demain qui du Maroc ou de la France va affronter Lionel Messi et ses coéquipiers. Ce sera dimanche. L'autre actualité planétaire, direction les États-Unis. Le président Patrice Talon prend part aux travaux du deuxième sommet USA-Afrique. Un sommet qui réunit du 13 au 15 décembre à Washington le président Joe Biden et une cinquantaine de pays africains. Ils vont parler d'économie, de santé, de sécurité alimentaire, de changement climatique et de droits humains. L'Afrique est devenue plus que jamais un enjeu de confrontation géopolitique entre la Russie et le camp occidental. C'est dans ce contexte que se déroule ce sommet aux États-Unis. Jérôme Hongo, Mohamed Bio. Aux environs de 6 heures, heure de Washington, le président Patrice Talon est arrivé en terre américaine, accueilli par l'ambassadeur du Bénin près les USA. Il y est invité par Joe Biden, le président américain, pour prendre part au deuxième sommet États-Unis-Afrique, où sont attendus près de 50 chefs d'État du continent. Mais avant, accompagné des ministres d'État, Abdoulaye Biotchane, Romiel Wadani, du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, et d'autres cadres, il a eu une séance de travail à la Banque mondiale. La dynamique en cours au Bénin, avec les résultats induits dans tous les secteurs d'activité, les besoins sans cesse croissants en investissement pour le relèvement économique et la relation diplomatique ne manqueront pas de susciter les débats entre la partie béninoise et la Banque mondiale. Après cette séance de travail, Patrice Talon et sa délégation sont également attendus au siège du Fonds monétaire international. Voilà, retour sur ces images dans nos prochaines éditions. Retour au Bénin dans le contexte préélectoral des législatives à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Les représentants des partis politiques en compétition pour les législatives de 2023 ont été invités aujourd'hui. Au menu, le passage des partis politiques sur les médias de service public pour leur campagne médiatique. Plus de précisions avec Alain Sochouma, Daniel Ada. La HAC, conformément aux dispositions du Code de l'information et de la communication, prend des mesures spécifiques pour réglementer la campagne médiatique des élections. Nous procéderons aussi, en un second temps, au tirage au sort des ordres de passage des partis politiques en lice dans les médias retenus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà ainsi libellés les deux principaux points à l'ordre du jour à la rencontre entre le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication entouré de ses conseillers et les représentants des partis politiques en lice pour les élections législatives de janvier 2023. Les partis politiques ont pris connaissance de la décision de la HAC qui encadre la campagne électorale. Les médias de masse doivent notamment, en cette période, s'interdit la diffusion ou la publication de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s'attaquer à un parti politique ou à un candidat.
Au terme du tirage au sort, l'ordre de passage des partis politiques se présente comme suit. Moël Bénet, 1. Bloc républicain, 2. Mouvement pour la libération du peuple, 3. Les démocrates, 4. Force Cori pour un Bénin émergent, 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, 6. Union progressiste le renouveau, 7. Et pour une élection législative sereine, acteurs non étatiques et gouvernements s'activent pour apaiser les esprits. Sensibilisation à la paix en période électorale, eh bien, telle est la mission que s'est donnée la fondation Malekhossou, qui s'est adressée aux fidèles de la mosquée centrale de Parakou, en présence de leaders religieux et de têtes couronnées de la cité des Koubourou, en présence de Théodore Gandjekou et d'Aziz Alagbe. Pour ces joutes électorales en vue, la Fondation Malekhossou se donne encore pour mission de raviver la flamme de la paix au sein de la communauté islamique sur toute l'étendue du territoire national. À l'étape de Parakou, le président de la Fondation est allé droit au but pour rappeler le rôle fondamental de l'islam. Nous vous demandons pardon. Pardon au nom de la communauté musulmane du Bénin. Si on parle de la paix, c'est l'islam. L'islam, c'est la paix. Au moment où j'étais député, j'ai marché dans les rues. Mais je n'ai jamais accepté que mes enfants sortent. Est-ce que c'est normal? Et c'est les pauvres qui ramassent les pots cassés. Venez marcher, venez brûler des poulets et vous les suivez bêtement. C'est pour leur intérêt. Devant autorités religieuses et têtes couronnées, la propagande pacifiste est donc lancée, ce jusqu'après les législatives, avec à l'appui un message distribué aux fidèles. Chers Béninoises et Béninoises, n'acceptez jamais d'envahir les rues et de détruire les édifices publics sous prétexte que vous soutenez un acteur politique. Cultivons la tolérance. La paix n'a pas de prix. La communauté musulmane sait que très bien, au moment des élections, on utilise nos enfants, nos amis, pour en faire des désordres. La fondation Malekhossou a dit non. Les musulmans en particulier doivent servir de modèle. L'imam Wokaya Youssouf Mohamed, officiant la grande prière du vendredi, et Sa Majesté Akpaki Gobignesse, roi de Parakou, tous ambassadeurs de paix, ont promis poursuivre cette mission de pacification. Appel à la paix en période électorale avec un autre ambassadeur de paix, c'est le député Rachidi Gbadamassi qui s'en est vu obligé. Il s'est prêté à l'exercice de pacification des esprits au cours d'une tournée le week-end écoulé. Les précisions dans ce sujet signé Judikaël Aïnan, Roland Tchanka. Dans les jours à venir, je reviendrai ici. Rachidi Gbadamassi face aux chasseurs de Waria, un village de Tchatchou. Le député assigne à cette confrérie une mission qui lui tient à cœur au plus haut point en cette veille des élections législatives. Je demande humblement à nos frères chasseurs d'être les chasseurs de lièvres, de gibier. Je vous demande humblement qu'on ne vous utilise pas contre la puissance publique. Et je vous demande d'être les ambassadeurs de la paix. Je vous demande pardon. Faites en sorte que tout se passe bien. Appeler les populations à rechercher la paix et à la poursuivre. Proposer des lois contre la cherté de la vie afin d'alléger aux femmes leur peine quotidienne. C'est l'autre bataille qui attend les parlementaires de la 9e législature, a indiqué l'homme du palais des gouverneurs de Porto-Novo avant de prendre congé de ses hôtels. C'est inhabituel, on les voit rarement à l'entraînement, plutôt lors des parades officielles, mais grâce à nos confrères Ghislain Poguet et Brice Thibozo, nous pouvons voir la garde républicaine en plein exercice, maintien en forme et formation continue oblige pour ces hommes appartenant à l'élite des armées. L'aube, quelque part à Semepodi, des éléments de la garde républicaine investissent une agglomération. Les hommes prennent position autour d'une série de maisons désaffectées. Ils pensent passer incognito, mais les guetteurs veillent. L'alerte est donnée. Les hors-la-loi ouvrent le feu. Les hommes de la garde républicaine ripostent immédiatement. Le comité d'accueil est solide. Les hommes de la garde républicaine intensifient le feu.
Ils ont localisé le leader du groupe Olaloa dans une maison. Ils l'investissent de vive force. À l'intérieur, la résistance est féroce. Les hommes de la garde républicaine prennent le dessus. Le leader et ses lieutenants sont neutralisés. Objectif atteint. La veille de cette opération, il a fallu une reconnaissance offensive de la zone. Investir le terrain, saper les défenses de l'ennemi, déminer les voies d'accès. C'était l'objectif. Nous sommes en train de mener une reconnaissance offensive sur des éléments ennemis, une menace terroriste diffuse dans la zone. Un exercice pour maintenir les hommes en condition et en réflexe. Au regard du plan d'action du commandant de la garde républicaine qui découle justement des directives opérationnelles du chef d'état-major de l'armée de terre, le maintien en condition opérationnelle des hommes doit être notre devise. Deuxième chose, l'entraînement perpétuel, la formation, le renforcement des capacités de ces hommes doit pouvoir arriver à être sous-tendu par des activités périodiques qui permettront d'augmenter la capacité opérationnelle des hommes. Tester les automatismes, vérifier le bon fonctionnement du matériel de guerre. Ils ont appliqué les réflexes et les drills nécessaires qui sont liés au combat en zone urbaine. Le matériel a fonctionné comme cela se doit. Objectif atteint, sous la surveillance du commandant de la garde républicaine, sur le terrain, comme au centre opérationnel, un peu à l'écart, comme n'étant pas concerné. Ici, l'apparence est trompeuse. Tous ces officiers travaillent sous ses ordres. Autrement dit, c'est ce qu'il dit qu'on fait. Servir chaque jour un repas chaud aux enfants dans les écoles primaires publiques, mission assignée aux cantines scolaires au Bénin. Derrière, c'est un vaste programme qui impacte les résultats scolaires et les communautés locales. En quelques années de mise en œuvre, le modèle béninois des cantines scolaires a nettement progressé au point d'inspirer d'autres pays. La vice-présidente de la République a même eu l'honneur d'en être l'ambassadrice VIP lors de la réunion du conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. Cantine scolaire au Bénin, c'est un sujet signé Estelle Pazou. Désormais au Bénin, écoles et cantines scolaires filent une véritable harmonie. D'une minorité relative au départ, les écoliers impactés ont aujourd'hui atteint un chiffre record. Du nord au sud, les cantines scolaires et les écoles primaires publiques ont un bout d'histoire en commun. Le programme d'alimentation scolaire intégré est un programme d'importance pour le gouvernement du Bénin et aussi pour le programme alimentaire mondial. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir apporter les aliments, la cantine scolaire aux enfants. Et vous savez, un seul jour d'absence de repas pour les enfants constitue une grande préoccupation pour nous. En 2017, le programme des cantines scolaires est mis en route. Pour une phase pilote, 1579 écoles sont dotées du dispositif. En 2018-2019, 4166 écoles primaires publiques vont disposer de cantines scolaires, soit une couverture de 51%. Environ 351 109 élèves ont pu en bénéficier. Par ailleurs, le gouvernement a tenu son pari d'augmenter le taux de couverture à 75%. Il en résulte qu'aujourd'hui, 75 sur 100 des écoliers, soit 3 enfants sur 4, ont un repas chaud à midi par jour à l'école. Toutefois, le gouvernement, qui s'interdit de s'arrêter en si bon chemin, compte assurer, au cours de cette même année scolaire, l'accès universel, c'est-à-dire que chaque enfant qui va à l'école mange avant de revenir à la maison. En dehors de fournir un repas chaud aux enfants dans leur milieu scolaire, les cantines contribuent à la vulgarisation de l'éducation et améliorent les taux de scolarisation. L'école de Yekodo-Contin, avant le démarrage du fonctionnement de la cantine scolaire, 238 écoliers, dont 105 filles. Cet effectif est passé progressivement à 354 appelants, dont 158 filles, avec de forts taux de réussite aux évaluations et aux certificats d'études primaires, comme l'année dernière, où nous avons enregistré 84% de réussite. Les plus heureux, ce sont les enfants qui ne s'inquiètent désormais plus de leur déjeuner. Dans leurs écoles, ils ont tout pour assouvir leur faim. Plus heureux encore, ou du moins plus satisfaits, ce sont le gouvernement béninois et ses partenaires de mise en œuvre, comme ici à la réunion du conseil d'administration du programme alimentaire mondial, avec la vice-présidente de la République comme porte-étendard du Bénin. Les cantines scolaires sont nécessaires dans nos sociétés
non seulement pour des raisons pédagogiques, mais aussi éducatives, morales, sociales et économiques. Au niveau régional, c'est le Burundi qui décide d'aller à l'école du Bénin. La première dame burundaise est descendue à Cotonou pour s'inspirer du modèle béninois des cantines scolaires. La délégation burundaise, consciente des avancées spectaculaires que le Bénin connaît en matière d'alimentation scolaire, est venue ici au Bénin pour s'inspirer de vos riches expériences en vue de l'exploiter pour la promotion de l'alimentation scolaire au Burundi. Fort de ces échos dans la mise en œuvre des cantines scolaires, le Bénin a abrité plusieurs rencontres sous-régionales et internationales. Aujourd'hui, plus qu'une histoire à succès, les cantines sont devenues un credo. En 2023-2024, chaque école devrait avoir sa cantine scolaire. Ainsi, plus aucun enfant inscrit à l'école primaire publique ne passera une journée en classe le ventre creux. Cela est une manifestation de la solidarité nationale. Il fait partie des produits prioritaires et est devenu l'une des filières agricoles phares du Bénin. Il s'agit du soja. L'interdiction de son exportation a été agitée il y a peu. Qu'en est-il réellement aujourd'hui et comment se porte la filière? Ariane Da Silva a posé ces questions à la ministre de l'Industrie et du Commerce au cours d'un entretien. Nous vous proposons ici l'extrait que voici. On dit que l'exportation a été interdite. Le décret ne dit pas cela. Le gouvernement n'a jamais interdit l'exportation. Le décret dit dans son article 2, soumis à agrément, à autorisation. Parce que nous devons structurer la disponibilité de la matière, puisqu'au 1er avril 2024, là, l'exportation sera interdite. En 2024, vous laissez place à l'exportation de produits finis, donc de produits transformés. Pourquoi les produits finis? La chaîne de valeur, c'est où? C'est dans la transformation. Donc, quand on transforme un pays comme le pays en train d'être transformé, c'est à travers donc ces politiques publiques de création de richesses, de création d'emplois. La filière soja est passée de 150 000 tonnes à peu près à presque 400 000 tonnes aujourd'hui. En 5 ans, nous avons eu une augmentation de plus de 80% parce que la filière intéresse. L'Afrique n'est plus terre d'exportation de produits bruts. Et nous l'avons compris très tôt. Le gouvernement a mis en place un suivi des produits de rente. Donc, il y a des grands projets sur ces produits-là. Nous avons des grandes plantations et nous avons également tous les projets d'accompagnement sur la qualité, la traçabilité. La Chine nous demande 1 million de tonnes de soja. Donc oui, effectivement, grâce à ces réformes-là, nous avons mis tout ce qu'il faut pour que justement les producteurs puissent produire assez pour pouvoir également honorer nos engagements. Et avant la transformation de ces produits agricoles, il y a d'abord les performances au niveau de la production. Cela dépend de l'eau. La vie humaine aussi, tout court. Maîtrise de l'eau, accès à l'eau potable. On en parle avec la clôture jeudi dernier à Cotonou du projet Omi Delta, financé par les Pays-Bas et d'autres partenaires du Bénin. Ce grand projet s'est donné comme objectif non seulement d'assurer une desserte en eau potable, mais surtout d'ériger des infrastructures durables. Omi Delta a permis de toucher plusieurs communes du Bénin. On fait le point avec Ricardo Lekpekou, François Zinsou. 6 années de mise en œuvre du programme Omi Delta pour une somme de 37 milliards de francs CFA. De l'approvisionnement en eau potable en milieu rural comme en milieu urbain, à la gestion intégrée des ressources en eau en passant par l'hygiène et l'assainissement de base, sans oublier le genre et les aspects transversaux, la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas compte de nombreux résultats. De 45% d'accès à l'eau potable en 2015 jusqu'à 73 en 2021. Quelle fierté d'y avoir contribué à côté du gouvernement et à côté d'autres bailleurs. La réalisation et l'exploitation d'un site pilote d'enfouissement planté des boues de vidange à Parakou. La construction de 676 cabines
de toilettes et douches. Cela a réduit considérablement les problèmes de santé. Les problèmes de santé surtout au niveau des femmes. Je fabrique et je vends aussi du savon liquide grâce au projet OMI Delta. La capitalisation des résultats issus du programme OMI Delta facilitera sans doute la mise en œuvre d'autres projets. La coopération entre les deux pays va s'enrichir. Il faut parfois qu'une porte se ferme pour que d'autres portes s'ouvrent. Le projet D2B sur l'aménagement du lac Nokwe est une de ces portes qui s'ouvrent. Aujourd'hui, le navire est à bon port, puisque les objectifs sont atteints. Les relations agissantes entre le Bénin et les Pays-Bas vont contribuer à la réalisation de la vision du Bénin dans le secteur de l'eau, à savoir qu'en 2025, les ressources en eau du Bénin seront exploitées et gérées en assurant l'équité et la paix sociale, la durabilité environnementale et l'efficience économique. Au ministère de l'Énergie, on se préoccupe de performance énergétique, mais pas seulement. Le bien-être du personnel aussi est dans cette veine. La cellule genre du ministère a organisé des journées de dépistage du VIH-Sida, du diabète, des hépatites, du cancer, du col de l'utérus et du sein au profit du personnel. Témoin, Ghislain Poga. Tout se fera dans la confidentialité. Tout dans la confidentialité, sous le regard de Dona Jean-Claude Oussou, au ministère de l'Énergie. Sensibilisation et dépistage. Dépistage du VIH-Sida, du diabète, du cancer, du col de l'utérus et du sein et des hépatites. 4 jours pour se faire dépister, mais aussi bénéficier de services d'opticiens, comme l'entretien de verres médicaux. C'est une bonne initiative. Notre ministre, il fait toujours bien de ce côté santé, surtout côté cellules genre, il nous accompagne toujours. Comme le ministre est soucieux d'avoir de bons résultats, est conscient de ce qu'on ne peut pas avoir de résultats sans les hommes. Il veut s'assurer que tout le monde se porte bien. Cette année 2022, l'initiative est à sa 3e édition. L'année dernière, nous en avons encore enregistré des cas positifs pour l'hépatite et de potentiels cas de diabétique parmi le personnel. Suite à ces différents résultats, le ministre de l'Énergie nous a instruits au fin d'organiser chaque année la présente activité. Des malades qui s'ignoraient. L'initiative, au vu de ce constat, vaut bien son pesant d'or. Au ministère de l'Énergie, ce n'est pas uniquement dans les infrastructures de production, de transport et de distribution que le gouvernement investit donc. Le capital humain fait objet également d'attention particulière. Après avoir compris qu'il n'y a de richesse que d'hommes, dans le sens de la dynamique instituée par le président Patrice Talon dans notre pays. Cette initiative du ministre de l'Énergie permet au personnel du ministère, mais aussi à ceux venus d'autres structures, de s'occuper de leur santé, sans se déplacer de leur lieu de travail. Quoi de mieux de faire en sorte que le personnel puisse avoir les moyens ou les occasions pour non seulement se faire sensibiliser, mais aussi avoir une opportunité de dépistage. Cette activité s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Énergie à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Allons dans un autre secteur d'infrastructure où les performances sont appréciées par les citoyens, surtout les premiers utilisateurs. Il s'agit des conducteurs routiers de Parakou, membres du bloc républicain, qui témoignent leur gratitude au gouvernement. Et pourquoi ils applaudissent les progrès dans le secteur du transport routier au Bénin. Écho avec Judika Yalayena et Abdoulaye Moumouni Yakou. Ces conducteurs routiers de Parakou, renforcés par les femmes revendeuses de leur gare routière, membres du bloc républicain, apprécient les progrès enregistrés dans le secteur du transport au Bénin. Depuis quelques années, nous avons constaté avec fierté que le gouvernement de Patrice Talon s'est investi beaucoup dans la construction des axes routiers du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute chose qui réduit la pénibilité de la circulation et aussi de l'amortissement de nos moyens de transport. Aussi, nous permettra aussi de gagner de temps quant à la réhabilitation de nos routes. Nous voudrons nous aussi remercier le chef de l'État et son gouvernement pour la sécurité de nos axes routiers. Aujourd'hui, nous pouvons rouler sans tracasserie routière. Merci donc à vous, Monsieur le Président de la République, eu égard à tout ce qui précède, nous conducteurs routiers confirmons et réaffirmons encore notre ralliement
notre soutien et notre engagement à travers le bloc républicain. Nous aurons souhaité la construction d'une gare routière internationale, la réhabilitation de l'as Parakou-Kabo, Parakou-Perere qui nous cause beaucoup de dégâts. Je voudrais remercier les organisateurs de la présente séance consacrée donc à la sortie officielle des conducteurs routiers de Parakou soutenant donc les actions du président de la République à travers le bloc républicain. Merci pour avoir opéré ce choix que je qualifie de judicieux. Après avoir reçu donc l'adhésion des 14 syndicats des conducteurs de taxi autour de la ville de Parakou, nous voici ici en ces lieux pour recevoir également l'adhésion des conducteurs de toutes nos gares routières de Parakou et environ, tous syndicats confondus. Merci pour ce choix, une fois encore. Je voudrais donc, après ces remerciements, vous rassurer que vos doléances seront transmises à qui de droit au premier des citoyens de notre pays, la personne, son excellence, M. Patrice Talon. Conducteurs routiers et revendeuses des gares routières de Parakou, au terme de la sensibilisation des responsables du bloc républicain, s'engagent à être des ambassadeurs de la paix dans le cadre des législatives 2023 dans la 8e circonscription électorale. Retour dans l'univers agricole et penchons-nous sur la deuxième session ordinaire du comité ouest-africain d'homologation des pesticides. Après une session inaugurale tenue du 21 au 25 mars à Niamey au Niger, ce comité régional se retrouve cette fois-ci au Bénin pour débattre à nouveau de la régulation de l'utilisation des pesticides. On fait le résumé avec Fridi Ako et Donatien Falola. La question de l'utilisation grandissante des pesticides en réponse aux problèmes liés à l'agriculture, a été le fil conducteur de cette activité. Sachant que les aléas climatiques et l'utilisation inadéquate des intrants causent chaque année plus de 40% de pertes de récoltes, l'utilisation des pesticides peut jouer un rôle conséquent dans la production alimentaire. Ils permettent en effet de préserver ou d'accroître les rendements des cultures vivrières et céréalières. En effet, une comparaison des données statistiques de certains pays de l'Union fait relever une augmentation de plus de 90% des importations de pesticides en moins de 5 ans. Afin de réguler efficacement l'utilisation des pesticides dans l'espace CEDEAO, UEMOA et SILS, plusieurs partenaires apportent leur pierre à l'édifice. D'autres sont également attendus. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à d'autres partenaires intéressés pour un soutien conséquent à la mise en œuvre effective de l'harmonisation régionale des règles régissant l'homologation et la gestion des pesticides dans l'espace CEDEAO et UEMOA-SILS. La confiance placée en vous par nos États est grande et les attentes importantes. Je voudrais vous inviter à vous doter de toutes les ressources nécessaires, les outils nécessaires, les capacités nécessaires pour nous assurer une évaluation fiable et sans complaisance des demandes d'homologation de pesticides destinés à être mis sur les marchés de nos pays. La session a notamment été marquée par la passation de charges entre le président sortant et la nouvelle présidente du comité ouest-africain d'homologation des pesticides. Biodiversité et développement durable. On va au Canada où le Bénin prend part à la rencontre internationale sur l'état des lieux de la diversité biologique. Il est question de mettre en œuvre un nouveau cadre mondial sur la biodiversité, un projet plus ambitieux pour mieux gérer la faune et la flore mondiale. De quoi retourne ce nouveau cadre mondial sur la biodiversité ? Quelles sont les attentes du Bénin? Des précisions avec le point focal biodiversité du Bénin. Il est au micro de William Tchoki, notre envoyé spécial. Les enjeux, ils sont innombrables pour le Bénin. Et je n'aurai peut-être pas le temps de revenir sur tous les détails, mais je voudrais prendre juste 3 importants, les plus importants. Le premier, pour notre pays, c'est d'abord ce que nous appelons la cible 30-30. Il a été constaté un peu partout dans le monde que la biodiversité est mieux conservée dans les aires protégées. Et alors, une nouvelle coalition est née. Une coalition dirigée par la France, le Costa Rica. Le Bénin a adhéré vite à cette coalition qu'on appelle la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples. Et cette coalition a proposé une cible, un objectif phare
qui dit tous les pays doivent tout faire pour avoir 30% de leur superficie comme aire protégée. Le Bénin n'avait pas de problème, on était déjà à 25%. On sait qu'on avait encore les forêts classées. On sait qu'il y avait beaucoup de perspectives. Et l'une d'elles, d'ailleurs, vient d'aboutir avec la création. Le gouvernement nous a donné ce cadeau en début d'année, donc de la création de 2 aires marines protégées. L'un dans l'autre, c'est que nous dépassons déjà la barre des 30% et nous encourageons donc tous les pays à regarder dans cette direction. Aussi bien le groupe Afrique qui s'engage et beaucoup d'autres pays du monde. Ça fait partie donc des enjeux pour le Bénin. L'autre enjeu pour le Bénin, c'est ce que nous appelons l'information sur le séquençage numérique, ISN. Le baobab, l'iroko que j'ai au Bénin qui commence par disparaître, les 3 banques de gènes du monde détiennent déjà le gène de l'iroko. Et mieux, ces gènes qui sont détenus, ils souhaitent ne plus le reconnaître comme provenant de nos pays, provenant du Bénin par exemple. Actualité de la Croix-Rouge au Bénin, direction Semekpoji. 40 ans déjà pour le comité local de la Croix-Rouge. Les manifestations de cette célébration ont démarré il y a une semaine et ont connu leur apothéose samedi dernier au centre de la Croix-Rouge. Au cœur de la célébration du beau monde, les volontaires, les membres du comité local et les autorités politico-administratives. Firmin Bassao et Calvado avant nous aussi. Le comité local de la Croix-Rouge de Semekpoji mène depuis 40 ans des œuvres sociales, communautaires et humanitaires aux côtés des populations. Il y a lieu de faire le point des actions menées à travers cette célébration. De la location, aujourd'hui, nous sommes sur un domaine alloué à l'organisation par la mairie. Et c'est tenant compte des activités que nous menons dans la communauté, dans le domaine socio-communautaire et humanitaire, que la mairie a vu qu'il est important de nous allouer quelque part, histoire de pouvoir avoir un siège pour l'organisation. Nous sommes dans la prévention des maladies communautaires. Nous faisons de la sensibilisation. Nous sommes dans la collecte des poches de sang au profit des banques. Nous faisons de la salubrité. Nous sommes beaucoup plus dans le secourisme, la couverture sanitaire des grands événements de la commune. C'est un comité qui travaille depuis de longues dates et qui a fait ses preuves sur le terrain parce qu'ils ont assisté aux malades, ils ont assisté les sinistrés et ils font beaucoup de choses dans notre commune et nous ne pouvons pas rester en marge au fait de l'événement qui se produit aujourd'hui. L'objectif c'est de faire le point et de voir maintenant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels sont les leviers sur lesquels on va actionner pour redynamiser le comité pour que le comité local de Semekpoji soit quand même un pilier dans la Croix-Rouge du Bénin. Les festivités se sont poursuivies par la coupure du gâteau et la remise d'attestations aux nouveaux membres. Instant studio dans ce journal. Je commence par cette formule. C'est un ouvrage qui invite à la réflexion, Dixit en riant, l'auteur, le philosophe Paulin Rontondi, qui vient de faire paraître chez Star Édition une réédition de son ouvrage intitulé Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie. Il s'agit d'une série d'articles dont le dernier a été rédigé en 1970, compilé dans un livre aujourd'hui, traduit en anglais, en allemand, en serbo-croate, oui, et bientôt en portugais et pourquoi pas en chinois. Pour nous inviter à le lire, suivons Nicanor Kovi et Petroni Lokoso. C'est l'histoire d'un livre, comme on n'en écrit qu'une fois tous les 100 ans. Cela tombe bien car celui-ci est justement classé parmi les 100 meilleurs livres d'Afrique du siècle dernier, le 20e. Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie est signé Paulin Rontondi. On sait que le grand public a tendance à croire que les ouvrages de philosophie, les ouvrages de philosophes sont trop techniques parce que remplis de termes, de jargon technique et donc illisibles pour les non-spécialistes. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas du tout le cas avec ce livre. Le livre apparaît pour la toute première fois fin 1976, avant d'être édité l'année suivante chez François Maspero. Son accueil est celui d'une communauté scientifique hostile aux idées de l'auteur, car comme le Camerounais Fabien Boussi-Boulaga, le Béninois Paulin Rontondi dénonce dans son ouvrage l'ethnophilosophie. Il la définit d'ailleurs comme la recherche imaginaire d'une philosophie collective immuable, commune à tous les Africains. Ce que moi, je sais que j'ai voulu dire en tout cas, c'est que l'important c'est
la manière dont nous répondons ensemble aujourd'hui, dans notre diversité, à travers nos contradictions inévitables, aux défis du présent. De l'auteur de 80 ans, il y a bien des choses à dire. Du philosophe, de l'ancien ministre et de l'ami, chaque invité garde une anecdote et l'hommage en devient inévitable. Vous savez que moi, mon travail, c'est de porter le Bénin dans ce qu'il peut avoir de beau, de grand, vers le monde. Donc, le professeur Ontonji fait partie de l'un de mes vecteurs de promotion d'une diplomatie qui se veut diplomatie nouvelle. À chaque fois que le Bénin se révèle de cette façon, dans cette dimension, il y a lieu de se lever ensemble et de dire oui, c'est nous. Je m'écris devant votre cher Paulin Ontonji. Une plume élégante au service de l'amour de la sagesse, pour dresser au vitriol le procès d'idées reçues sur une philosophie dite africaine. 46 ans après sa première édition, le débat né de la critique de l'ethnophilosophie n'a toujours pas tari. Sans nul doute, la marque des grands livres. Critique de l'ethnophilosophie ou une autre critique de l'européocentrisme cérébral. On va faire du sport. À présent, on va parler de cyclisme. Cotonou a accueilli le Critérium international de cyclisme dimanche dernier. Une initiative pour maintenir la forme chez les cyclistes béninois, nigérians et togolais. La première place s'est disputée entre le béninois et les togolais. Ezekiel Diako nous retrace ici les moments forts de cette course. Sur la route des pêches, 37 et 55,500 km sont parcourus par ces cyclistes togolais et béninois dans la catégorie dames et juniors. Le Critérium international de l'année 2022 est une belle expérience pour ces passionnés du cyclisme. C'était un peu dur au départ, mais après tout, je me suis retrouvé. C'est un peu difficile pour moi parce que on était des amis, les coéquipiers dans le même pays, on se connaissait. Mais aujourd'hui, il y a des étrangers. Je ne me suis pas bien entraîné. Et aussi, j'ai une panne de mon vélo là qui m'a un peu tiré derrière. C'est une initiative de la Fédération béninoise de cyclisme. Elle vise à maintenir la forme des athlètes de la petite reine du Bénin, du Togo et du Nigeria. Objectif, être prêt pour les prochaines compétition. En termes de bilan, je pense que le fait d'avoir invité les Togolais ont changé la donne parce que chaque fois que les Béninois courent entre eux, ils s'amusent quoi. Ils s'amusent dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la vitesse moyenne n'est pas une bonne vitesse moyenne. La prochaine fois, il faut qu'on ait le Nigeria avec nous pour pouvoir faire relever plus un peu le niveau. Nous allons à Amissa Bongo. Amissa Bongo, c'est du 2.1. Donc pour cette raison, il faudrait qu'on garde le rythme. Emmanuel Sagbo est vainqueur de ce Critérium international de Cotonou pour cette première édition. Le coureur béninois de la catégorie senior H a conclu en 2h44 secondes les 114 km, soit 20 tours à raison de 3,7 km par tour avec une vitesse moyenne de 36,78 km par heure. C'est la fin de ce journal sport, cette séquence sportive du journal. Sachez que le Maroc joue demain son destin pour la finale de la Coupe du Monde qui se joue au Qatar face à la France. C'est sur ces instances que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité inusible. Merci à toutes les équipes de ce journal. Bonsoir chez vous. Je vais vous dire la vérité. Le visa Canada
est l'un des visas les plus complexes et les plus compliqués du monde. Constat avéré, mais Canada Expert Pro sait s'y faire. Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'immigration, sa crédibilité n'est plus à prouver. Au fil des années, satisfaction totale chez les demandeurs de visa canadiens. Cette année 2022, ils sont plus de 200 à obtenir le précieux sésame. Non, merci. Non, on n'a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a plusieurs catégories de visas. Il y a des permis de travail fermés, des permis de travail ouverts. Il y a des résidences permanentes. La résidence permanente, c'est que tu deviens Canadien. Tu attends juste quelques années pour obtenir ton passeport canadien. Et tu as tous les avantages. Le gouvernement a l'obligation de te former. Il a l'obligation de nourrir ta famille, de te payer, de faire en sorte que ton rêve soit accompli. Si tu veux être médecin, tu veux être ingénieur. Donc c'est notre rêve, ça. Parce qu'aujourd'hui, l'acquisition de compétences, le savoir-faire indubitable, c'est ça le développement. C'est grâce vraiment au Canada Expert Pro que ma fille, depuis près de 8 ans au Canada, à la fin de la première année où j'ai beaucoup investi, elle m'a dit, papa, ne m'envoie plus d'argent. Donc c'est tellement qui se supporte aujourd'hui, donc c'est une très bonne chose. Et nous ne pouvons que féliciter et remercier ce compatriote béninois. Celui qui fait le visa, il est extraordinaire. Ma fille avait fait 2 fois le visa pour l'Allemagne avec des échecs, mais en 3 mois, nous avons pu obtenir le visa et ma fille est là depuis 3 ans, tout se passe très bien. Accrochez-vous à lui et s'il ne peut pas, vous dira qu'il ne peut pas. Mais quand il dit il peut, patience et on arrive à bout. Sa réputation, Canada Expert Pro la doit à un homme, Souro Edmond Sadonou. Je suis un pur produit du Canada. J'y suis là depuis très longtemps, plus de 2 décennies. J'ai fait le collège au Canada. J'ai fait les premiers cycles universitaires. J'ai fait l'Université du Québec à Montréal. J'ai plusieurs diplômes universitaires. Je suis expert comptable. Avant de me spécialiser, que le gouvernement me prend, je suis spécialisé en droit d'immigration canadien. Donc j'ai un parcours. Je suis commissaire à la sermentation des affaires du Canada. Et je suis au ministère du Revenu du Québec, ministère du Revenu du Canada. Donc j'ai l'ensemble de tout ça. Et j'ai de l'expérience partout. Nous avons le même et unique numéro pour éviter la fraude, pour éviter que des gens vont nous représenter. On a beaucoup de ces cas-là. Le gouvernement canadien nous a alertés plusieurs fois. Edmond Sadonou, faites attention, les gens falsifient vos affaires. Ils disent que nous sommes Canadiens, mais ce n'est pas le même numéro. Donc, pour nous contacter, soyez sûrs que ce numéro-là, plus 1, 514 546 1501, c'est l'unique numéro. Notre rêve, c'est d'aider le plus de personnes, que tu sois professeur d'université, que tu sois fermier, que tu sois instituteur à la maternelle, que tu sois stagiaire dans tel domaine. J'ai même dit que tu sois diplômé ou non diplômé et que tu nous montres ta motivation. Nous, on va faire et t'aider le plus possible. Plus question de se faire arnaquer par des cabinets ou agences fantoches. Étudier au Canada, s'y installer définitivement ou même temporairement devient facile avec Canada Expert Pro. Ces équipes efficaces et dynamiques vous attendent pour donner corps à votre rêve de découvrir ce pays d'Amérique du Nord.